Ravi de vous retrouver après la pause du week-end pour une nouvelle semaine d'audience sur le tribunal de l'actualité, votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs. Dans notre prétoire aujourd'hui, le premier vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, Boubacar Sanou, est avec nous pour décrypter pour vous la 73e session du bureau politique national de ce parti qui s'est tenue le 28 janvier dernier à Ouagadougou. Bonjour Monsieur Sanou. Bonjour. Merci d'honorer notre convocation. Merci à vous également pour l'invitation. Les juges sont là. En fait, pour le moment, nous avons Inoussa Ouedraogo. Bonjour juge Inoussa Ouedraogo. Bonjour Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la première audition du tribunal de l'actualité pour cette semaine sur la télé interactive True TV et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Une audience qui commence à présent avec les avant-propos des juges que je convoque maintenant. Avant-propos des juges, on enclenche avec vous, juge Inoussa Ouedraogo. Merci Président. Le CIAO a ouvert ses portes la semaine dernière. C'est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui se tient dans un contexte difficile pour notre pays, mais qui se tient dans un contexte aussi où les artisans et l'ensemble des acteurs sont déterminés donc à tenir ce pari-là, ce rendez-vous. Et je voudrais ici donc saluer cette résilience-là et dire tous nos encouragements à tous ces artisans, à tous les acteurs qui ont permis donc que ce CIAO puisse démarrer et souhaiter que ce soit un CIAO sans anicroche, sans difficulté majeure, parce qu'on sait que le défi sécuritaire donc est à relever. Bravo donc à tous les acteurs et bonne fête donc du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou à tous les Africains et à tous les Ouagavillois et nous souhaitons donc bon vent à tous les artisans. Une 16e édition qui n'avait pas pu se tenir déjà une première fois, puis a été reportée ensuite et qui se tient maintenant. Bravo à tous les acteurs et tous ceux qui ont œuvré pour que ce rendez-vous se tienne enfin. Et bonne fête à tous les artisans en effet. Juge Bernard Bougman nous a rejoint. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour Président Toumongui, bonjour juge Ouedraogo, bonjour Madame, Messieurs. Alors on enclenche également avec vous pour votre avant-propos du jour. Oui, effectivement, mon avant-propos du jour, comme c'est lundi, je vais donner une citation que j'ai prise sur kodomoon.com. Au début, on vous demandera pourquoi vous le faites, puis on vous demandera comment vous l'avez fait. Au début, on vous demandera pourquoi vous le faites, et puis on vous demandera comment vous l'avez fait, puisqu'ils penseront que c'est impossible de faire, ils penseront que c'est de la folie, ils penseront que c'est du non-sens. Et quand vous allez le faire, qu'ils vont maintenant vous demander comment est-ce que vous avez fait. Alors qu'au début, ils vont vous demander pourquoi vous le faites, parce que quand on vous pose la question de pourquoi, c'est pour savoir ce que ça vaut. Si on prend l'exemple du vieux Sawadogo de Wayuya, qui a créé une forêt à partir de néant, je vais dire, compte tenu de la réalité de ce climat là-bas, qui aujourd'hui est un prix alternatif Nobel, qui aujourd'hui reçoit beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui viennent prendre son exemple. Ces mêmes questions lui ont été posées au début. Donc ce n'est pas parce que c'est impossible, c'est nous qui nous fixons ces limites-là. Donc beaucoup de courage à tous les Burkinabés, pensée spéciale aux forces de défense et de sécurité, au VDP et à toutes ces personnes qui se battent pour un Burkina meilleur. Et surtout du courage aux personnes déplacées internes. Excellent lundi et merveilleuse semaine. Excellent lundi, merveilleuse semaine, du courage à tous. C'est une nouvelle semaine sur la terre, mais c'est aussi une nouvelle semaine pour le tribunal de l'actualité. C'était la séquence avant-propos des juges qui cède à présent la place à la fenêtre des généralités. C'est quelques questions d'intérêt général à notre convoqué du jour, Boubacar Sanou, premier vice-président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Et on commence avec vous, Bernard Bougman. Merci. Alors, le récépissé, l'aile futuriste là en poche. Maintenant, les questions judiciaires continuent. Aujourd'hui, quel est le point de la situation sur vos poursuites judiciaires entre clans interposés? Ok, merci bien à vous. D'abord, sauf dire que quand vous êtes de rentrée, vous avez oublié de me saluer.
Donc, non, la tradition, c'est le président qui salue les invités. Oui, mais les juges ne s'adressent à l'invité qu'aux questions de généralité. Le juge aussi peut quand même, voilà, surtout que le juge est venu trouver l'invité sur place. Ah oui. Non, bon, c'est vrai que nous avons fini donc par obtenir notre récépissé. Et nous avons toujours dit qu'il n'y a pas d'aile futuriste ni d'aile historique au niveau du CDP. Il n'y a qu'un seul CDP. Et donc c'est à ce CDP que le récépissé a été délivré donc par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Effectivement, nous les regrettons toujours que donc des questions qui devaient se régler au niveau des instances se retrouvent donc devant la justice. Et actuellement, l'état des lieux, nous avons 2 dossiers donc, qui sont pendants devant la justice. Il y a le premier dossier, voilà, où le président Idi Kombouego donc avait introduit un référé pour demander au juge donc d'interdire donc à Achille Tapsoba de pouvoir s'exprimer au nom du parti. Et cette décision qui a été rendue n'avait pas été interprétée de la même manière. Donc nous avons préféré faire appel de la décision afin donc que le juge puisse vraiment et définitivement éclairer donc la lanterne de tout le monde. Et ce procès a été renvoyé à plusieurs reprises et je pense que la prochaine audience donc aura lieu le 9 février. Mais ça, c'est à la demande donc de la direction du parti. Mais bien sûr que c'était depuis juillet que donc ces référés avaient été introduits. Bon, maintenant, avec l'obtention du récépissé, nos conseils vont aviser. Le deuxième est également lié à la tenue du 8e congrès. Donc, des gens qui ne reconnaissent pas la tenue du 8e congrès décident d'attaquer les documents de ce même 8e congrès parce qu'ils pensent que parmi donc, les participants, certains non figurent mais qui ne reconnaissent pas avoir pris part au congrès. Et par conséquent, donc, ce serait du faux usage de faux que le président et le secrétaire général auraient donc fait. Et donc, également, ce dossier sera appelé donc, le 31 janvier. Et donc, pour le moment, donc, c'est les 2 dossiers que nous avons en instance au niveau de la justice. D'accord. Mais que dit le facilitateur dans tout ça? Lequel facilitateur? Le président Blaise Compaoré qui a fait ses preuves de facilitation dans plusieurs conflits. Maintenant, au niveau de son parti, il y a plusieurs dossiers judiciaires, il y a des sanctions qu'il avait demandé à lever. Mais dans toute cette euphorie-là, il dit quoi? Non, depuis que nous avons été reçus en main par le président Compaoré et qu'une lettre avait été... Il nous était parvenu disant qu'un congrès sera convoqué. Et donc, suite au tollé général donc, qui a suivi donc, la publication de cette lettre, jusqu'à date, nous n'avons eu aucune réaction encore du président d'honneur. Jusqu'à cette date, aucune réaction du président d'honneur. En tout cas, le récépissé a été délivré. Et puis, le CDP continue sa marche. Juge Inoussa Ouedraogo, des questions de généralité. Oui, je voudrais savoir justement, le président d'honneur ne dit rien. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui au niveau du CDP? La grande famille CDP, aussi bien l'aile qu'on appelle historique ou l'aile qu'on appelle futuriste de façon globale. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans la maison CDP? Bon, je le dis et je le maintiens, il n'y a qu'un seul CDP. Il peut y avoir des courants, il peut y avoir des clans, mais il n'y a qu'un seul CDP. Et donc, évitons de créer cette dichotomie en disant qu'il y a un CDP historique et puis un CDP futuriste. Il n'y a qu'un seul CDP. On dira plutôt CDP, un courant, on peut l'accepter, mais également ce courant-là aujourd'hui ne se retrouve plus dans le CDP parce qu'il y a un récépissé unique qui a été délivré au président Idi Kombouego. Donc si ce courant-là venait aux instances et aux organes pour siéger et pour exprimer sa position, on peut toujours prendre en compte l'existence de ce courant. Mais ce courant-là n'existe plus au sein du CDP. Il n'y a qu'un seul courant aujourd'hui au sein du CDP, c'est le courant légal, le courant légitime, le courant qui se réfère au statut et règlement intérieur ici du 8e congrès. Et l'état d'esprit aujourd'hui du CDP, c'est ce qui anime aujourd'hui la majorité des Burkinabés. C'est cette volonté de se battre et de reconquérir l'intégrité de notre territoire, cette volonté de voir le retour des millions de déplacés internes, parce que le CDP est présent sur l'ensemble du territoire. À la session du bureau politique national que nous avons tenue, nous avons des camarades qui sont passés par d'autres territoires des pays étrangers pour venir à cette réunion. Ça veut dire que l'état d'esprit qui caractérise aujourd'hui le peuple burkinabé est celui qui caractérise les militants du CDP.
Alors dites-nous un mot sur justement le pouvoir actuel. Ça fait 4 mois que le président Ibrahim Traoré est installé avec ses camarades, avec son gouvernement également. Comment vous appréciez 4 mois après la conduite de l'État burkinabé par ces jeunes militaires? Nous avons à nous prononcer déjà sur cette question lorsqu'il était question de faire les 100 jours du président Ibrahim Traoré. Nous avons dit que nous n'avons pas, aux assises nationales, il n'y a pas d'indicateur qui avait été donc arrêté pour dire bon, à partir de telle date, vous devez avoir atteint tel seuil. Aucun indicateur. Mais l'observation que nous avons faite est qu'il y a une sorte de mobilisation générale, autant donc des autorités que des populations. Et cette mobilisation générale, cette mobilisation sociale marque la volonté de vouloir reconquérir les territoires, de vouloir ramener la sérénité et la paix dans ces pays. Et donc, ce qui caractérise les populations du Burkina Faso aujourd'hui, je pense que c'est également dû au dynamisme et aux actions donc, que ce gouvernement est en train de mener, et à l'engagement donc du gouvernement. Et nous donnons le temps, parce que, comme nous l'avons dit, nous-mêmes nous sommes des humains, et également nous menons des actions. Et il est souvent difficile donc pour un territoire à l'envergure donc du Burkina Faso avec près de 22 millions d'habitants et surtout la situation dont il a hérité, il est très difficile en l'espace de 4 mois de pouvoir donc porter un jugement sur les actions. Mais en tout cas, le constat est fait, l'engagement est là, la volonté est là et déjà nous pensons que c'est un grand pas. Engagement, volonté, on avancera sans doute. En tout cas, c'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette 5e semaine de l'année 2023. Une audience qui est à l'écoute du CDP au sortir de la 73e session de son bureau politique national qui a réaffirmé le soutien sans faille du parti à la transition en cours dans notre pays. À la barre des convoqués de cette audience, Boubacar Sanou, premier vice-président du CDP. Si l'on se rapporte aux propos du président du parti à la faveur de cette session du BPN, la première après la longue bataille judiciaire d'un an autour du récépissé, le CDP, tel un roseau, plie mais ne rompt pas. Non, vous savez que depuis nous sommes toujours restés très sereins. Et malgré les actions judiciaires entreprises par certains camarades, nous avons pu tenir le congrès avec effectivement le quorum nécessaire. Et après cela, malgré toutes les actions entreprises, vous avez constaté qu'au niveau des organes des instances, la sérénité est demeurée. Parce que lorsque nous faisons le point de notre bureau exécutif sorti du congrès, sur 89 membres, seuls 4 ou 5 ont demandé à ce qu'on retire le nom de la liste, alors qu'ils ont participé au congrès, puis ils siégeaient suite donc à des pressions multiformes, et 2 ont démissionné. Donc vous avez toujours 82 membres, ce qui exprime quand même le degré d'adhésion donc aux décisions du 8e congrès. Également, sur notre bureau politique national sorti du congrès, où nous étions près de 700, c'est avec donc grande satisfaction que nous avons constaté que le bureau politique national donc passé, nous étions à 638 participants. Également, le secrétariat permanent, il est resté intact. Et donc, ça veut dire que la structure de notre parti demeure. Et les 45 secrétaires généraux de province, à l'exception d'un, les 45 secrétaires généraux de province demeurent. Également, l'ensemble des structures déconcentrées, notamment les sous-sections, demeurent. Donc ça veut dire que l'architecture de notre parti n'a pas été ébranlée malgré donc tout ce qui s'est passé. Et nous qui étions donc à l'avant de ce qui s'est passé, on savait qu'on était dans les justes, on était dans les vrais, on était dans les légaux, on était dans les légitimes et on savait qu'on allait aboutir à cette situation. On était dans le légitime, nous dit le premier vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, parti qui vient de tenir donc sa 73e session du bureau politique national. Il a fallu batailler longtemps, 1 an, pour y arriver. Et donc le CDP revient de loin. C'est Bernard Bougman. Oui, le CDP revient de loin parce que c'est un récépissé qui a été longuement attendu. C'est une famille politique divisée, même s'il dit qu'aujourd'hui ils ne sont pas divisés, c'est un seul CDP, mais il y a des dossiers judiciaires. Donc il y en a qui ont... Parce que les dénominations, elles, historiques, elles
et futuristes, ce ne sont pas nous qui les avons donnés. C'est chacun qui a pris, qui a donné une dénomination. Donc ça, c'est des identifiants que les différents clans se sont donnés. Bon, nous nous engouffrons là-dedans. Donc c'est effectivement cette longue bataille. Mais en même temps, les activités politiques aussi étaient suspendues. Certains d'ailleurs qui avaient programmé la tenue de leur bureau politique national avaient été priés par les autorités de surseoir. Donc moi je viens poser la question, est-ce que c'est-à-dire que c'est la reprise des activités des partis politiques? Bon, vous savez, effectivement aussi, cette question a fait l'objet de beaucoup de débats en notre sein même. Alors nous avons une autre interprétation de cette décision des autorités. Il vous souviendra qu'au temps du président Damiba, ils avaient été dit de suspendre les activités à caractère politique, l'activisme politique débordant. Voilà. Alors on avait essayé de comprendre qu'est-ce qu'on met dans ces activismes débordants. On n'a pas eu de contenu à nous proposer. Également, lorsque il y a eu la rectification au sein même du même MPSR, et on a suivi le communiqué suspendant les activités des partis politiques, mais également suspendant la Constitution. Mais la Constitution a été rétablie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais également, vous savez, il faut avoir une certaine lecture des choses. Le président Ibrahim Traoré tire sa légalité de sa prestation de serment sur la Constitution, également de la charte des partis politiques, qui est la mère des lois. Cette Constitution également consacre la charte des partis politiques, qui est une loi issue de la Constitution. Et cette charte des partis politiques dit qu'en son article 19, les partis se doivent de respecter les dispositions de leurs textes, statuts, règlements intérieurs. Et parmi donc les dispositions de nos textes, il est dit que nous devons tenir à date les réunions de notre bureau exécutif national chaque mois et les réunions de notre bureau politique national chaque 6 mois. Par conséquent, c'est une instance légale statutaire de notre parti. Et également qui se réfère à la charte des partis politiques issue de la Constitution. Maintenant, est-ce que les autorités peuvent nous demander expressément de violer les dispositions de nos statuts qui violent les dispositions de la charte, donc par conséquent qui violent la Constitution qui a été rétablie. Voilà. Mais ça dit c'est des activités statutaires. Nous n'avons pas dit nous allons organiser un meeting, nous allons organiser une assemblée générale, mais c'est une instance statutaire. Donc lorsque nous faisons cette déduction, du moment que eux-mêmes ont cherché à se couvrir du manteau de la légalité, nous nous sommes dit ils ne peuvent pas au même moment demander à nous de violer les textes de notre propre parti. Donc par conséquent, nous avons tenu notre instance, donc qui est légale et qui est conforme à la loi, et nous ne pensons pas qu'effectivement les autorités vont dire ça aussi c'est une activité politique et qu'on devait suspendre. Non, nous pensons qu'effectivement, il faut que chacun se mette donc dans cette disposition que nous devons respecter les lois donc de ces pays, et nous pensons qu'effectivement également c'est une de leurs missions que nous avons également déterminé à travers la charte des partis politiques. Donc voilà un peu donc comment nous sommes allés et pour tenir donc la session de notre bureau politique national. Alors, il faut préciser juste donc, que cette session du bureau politique national a dû être décalée, puisque ça peut pas... Non, puisque notre dernier bureau politique national, nous l'avons tenu le 2 juillet. Donc, c'était dans la même salle. Donc, dans le feu de la bataille judiciaire, dans la fourchette également. Et voilà, en principe, on devait tenir ça au plus tard le 2 janvier. Mais nous nous sommes dit, bon, en tout cas, d'ici la fin du mois de janvier, pour respecter les dispositions donc, de nos textes, il faut que nous arrivions à tenir donc, la session du bureau politique national. C'est ce que nous avons Bernard Boukman. Oui, en tout cas, si je ne me trompe pas, depuis l'avènement du MPSR 2, bon, d'ailleurs, on ne peut pas savoir quelle est la différence entre le 1 et le 2, sauf que c'est le président qui a changé. Donc, depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, si je ne me trompe pas, en tout cas, ça doit être une première session d'un bureau politique national. J'ai dit certains avaient été priés de suspendre à leur réunion du bureau politique national. C'est pourquoi je tire la conclusion que ça veut dire que c'est la reprise en même temps des activités des partis politiques, parce que ça vient sonner comme un là. Mais en même temps, la question, effectivement, vous avez votre récépissé. Quelles sont les autres activités qui vont suivre? Et vous savez que le bureau politique national, c'est l'instance de décision du parti.
Ça dit que c'est l'instance qui donne des instructions au bureau exécutif national. C'est pourquoi, contrairement à ce que certains faisaient croire qu'ils avaient suspendu le président du parti, nous avons toujours fait savoir que c'était une farce, parce que le bureau exécutif national, qui exécute les décisions du bureau politique, ne peut pas suspendre le président du bureau politique national. Il fallait convoquer le bureau politique national pour statuer sur la question de la suspension. Mais bon, les gens sont restés toujours dans cette communication des choses pour toujours, voilà. Donc, le bureau politique national a entériné d'abord des décisions antérieurement prises par le bureau exécutif national. Donc, c'est des propositions de décisions que l'on entérine. Et parmi donc une des grandes décisions majeures, il y a une des dispositions, une des résolutions du Congrès qui veut qu'au sortir de chaque Congrès, nous puissions renouveler les structures géographiques de notre parti. Donc le bureau politique national a donné mandat au bureau exécutif national et de pouvoir donc procéder au renouvellement des structures du parti sur l'ensemble du territoire. Donc, jusqu'à la tenue du prochain bureau politique national, nous avons donc 6 mois pour pouvoir donc exécuter cette activité qui est une quand même activité majeure, dont nous allons procéder au renouvellement de nos sections provinciales dans les 45 provinces. Nous allons également renouveler les sous-sections dans l'ensemble donc des 380 et également demander également de renouveler les comités de base ou de mettre en place les comités de base là où il n'y en a pas. Mais par rapport à la réalité du terrain, il y a la réalité du terrain qui est là. On n'a pas dit aux gens de jouer au kamikaze, d'aller donc se casser les nez là où c'est compliqué. Là où on peut le faire, on le fait. Parce que tout ça aussi, ça rentre dans le cadre de la mobilisation sociale autour donc de cette lutte que nous sommes en train de mener, qui est de ramener la sécurité et la paix dans notre pays. Donc d'abord, c'est ça l'acte majeur. Également, il y a des actions qui vont en découler. Et il n'est pas exclu également que d'ici là, nous puissions également tenir des activités de grande mobilisation, notamment des meetings, et pour quand même porter également par localité à la connaissance. C'est une activité politique débordante. Non, c'est pas on n'a pas dit activité politique débordante, il n'est pas exclu que nous puissions le faire, parce qu'effectivement, nous sommes dans le cadre de la mobilisation. Et cette mobilisation, elle ne peut pas être résumée seulement aux actions du gouvernement ou aux actions de certaines OSC. Il faut que les politiques aussi s'engouffrent et portent leur message. Donc cette mobilisation sociale, nous devons tous y participer. Voilà pourquoi il y a lieu qu'à un moment donné, au niveau de la base, nous puissions réunir le maximum de militants pour leur porter ces messages de soutien au FDS, de soutien au VDP, d'appel à la contribution et également de soutien à la transition. Et il faut le faire. Sinon, réduire aujourd'hui l'acte de mobilisation autour de la transition aux actions des ESC, aux actions, juste quelques actions du gouvernement, nous pensons que ça va rendre la tâche très difficile. Voilà, donc, bon, on a d'autres choses que nous allons continuer à mener sur le plan international. Il va falloir également que nous puissions mettre nos structures en place parce que le vote des Burkinabés de l'étranger également, il va s'inviter donc d'ici là. Donc, un peu, c'est d'abord d'ici le prochain BPN que nous puissions renouveler nos structures sur l'ensemble du territoire et éventuellement sur le plan international. Oui, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Parce que même pour les OSC, je pense que les activités ont été suspendues. Voilà. Mais maintenant, effectivement, comment est-ce qu'on sonne la mobilisation populaire pour soutenir éventuellement une transition sur les entités qui peuvent sonner ce rassemblement-là sont interdites de regroupement ou de manifestation. En même temps, on appelle les uns et les autres à se ressouder autour d'une transition. Ça, c'est la question que je me pose. Mais en même temps, vous les politiques, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché à ce que l'autorité vous dise quel est le contenu, en parlant d'activité politique débordante, qu'est-ce qu'on met comme contenu? Parce que ça, c'est très important. Non, vous savez, il faut que nous avançons à petits pas. Et nous avons pris acte de la suspension. Nous sommes allés avec la charte. Nous avons adopté la charte. Nous avons mis en place les organes de la transition. Également, il fallait quand même se donner un temps d'observation. Parce que, également, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui est animé de la bonne intention. Il fallait observer également comment les choses évoluent. Donc, nous avons observé l'évolution des choses. Nous avons fait, ça fait pratiquement 4 mois que le président Ibrahim Traoré est là. Nous voyons son engagement, sa disponibilité, son dynamisme. Il y a lieu maintenant qu'également nous fassions notre offre. Voilà, et notre offre passe
obligatoirement par rapporter, parce que pour nous, nous nous posons la question, est-ce que même aujourd'hui, puis c'est un communiqué, avec la suspension de la Constitution, du moment que la Constitution est revenue, pour nous, ce communiqué même n'a plus lieu d'avoir force de loi. Mais néanmoins, nous allons demander au gouvernement de pouvoir rapporter donc cette décision pour permettre que les uns et les autres puissent participer activement à cette mobilisation sociale. Et je pense que dans les jours à venir, l'ex-EFOP et puis l'ex-APMP, les autres composants, vont probablement se concerter. Le président Gilbert Noël Ouédraogo avait lancé l'appel lors de la rencontre avec le chef de l'État, et nous pensons qu'ils vont donner suite donc pour se concerter et puis faire une proposition au gouvernement, quel peut être effectivement l'apport donc des acteurs politiques également dans cette action de mobilisation autour de la transition et pour qu'elle puisse réussir. Merci Président. On a vu que sous Damiba, le CDP avait appelé à soutenir cette transition, à soutenir le président Damiba pour qu'il donc puisse réussir. Cette fois-ci encore, au détour de votre BPN, vous avez appelé à soutenir le président Ibrahim Traoré. Quelles sont les analyses au niveau du CDP qui sous-tendent ce soutien-là, aussi bien à Damiba à l'époque et aujourd'hui à Ibrahim Traoré? Dans le contexte actuel que vit notre pays, il n'y a même pas de petits calculs. On joue la survie de notre pays. Et pour la survie de notre pays, il n'y a pas de petits calculs. Quel que soit l'acteur qui est là et qui a cette volonté de ramener la sérénité et la paix, on ne peut qu'être mobilisé derrière cette personne. Si nous restons dans des dimensions de petits calculs, c'est parce qu'il y a un pays que tu es toujours dans des petits calculs. Mais s'il n'y a même pas de pays, tu fais comment? Donc pour nous, quel que soit l'acteur, mais on ne pouvait qu'apporter notre soutien parce qu'il n'y a qu'un seul objectif, sauver notre pays. Et donc voilà pourquoi nous avons d'abord interpellé le président Roch et le MPP en vain. Vous vous souvenez de l'ultimatum même que le président Idi Komboyo avait donné d'un mois. Et donc lorsque les événements sont précipités, nous avons pris acte et nous avons dit, si tant est que la volonté du MPSR et du président Damiba est de ramener la sérénité, la paix et le retour des déplacés internes, je ne vois pas quel Burkinabé va s'opposer à cette volonté. Nous nous sommes donc mis à la disposition du MPSR. Il y a eu la rectification, en tout cas les changements intérieurs qui est survenu au sein du MPSR. Et je pense que c'est les mêmes MPSR, c'est les mêmes acteurs, sauf que peut-être c'est la tête où il y a eu changement. Alors donc, je ne sais pas en quoi, et puis le discours n'a pas changé, les objectifs n'ont pas changé. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, on peut retirer notre soutien alors que c'est les mêmes objectifs et que la situation même est encore très difficile? Donc, nous sommes constants. Nous avons apporté notre soutien au MPSR dès les premiers moments. Lorsqu'il y a eu le changement de direction avec Ibrahim Traoré, le bureau exécutif national, nous avons fait la déclaration d'abord à travers le CEFOP, ensuite à travers notre secrétariat permanent. Nous avons pris acte. Maintenant, l'instance de décision, j'insiste, l'instance de décision, c'est le bureau politique national. Nous avons rendu compte au bureau politique national des changements à travers donc ce que nous avons appelé la situation nationale. Le bureau politique national a pris acte et a décidé que nous maintenons notre position de départ, donc après les événements du 24 janvier, et apporter notre soutien à la transition et au président Ibrahim Traoré. Donc c'est ce que nous avons porté à la connaissance pour dire que la direction du CDP s'est réunie, elle a pris la décision, conformément à ce qu'on avait arrêté préalablement, ce qu'on avait confirmé le 2 juillet, de continuer donc dans cette posture parce que ce qui est dit, c'est sauver notre pays et nous ne pouvons que nous mettre dans cette dynamique de nous battre pour sauver notre pays. Okay. Alors on sait également que les nouvelles autorités ont changé de paradigme en matière diplomatique et ont demandé récemment justement à l'armée française présente à Ouagadougou donc de plier bagages. On sait que cette armée-là s'est installée sous Blaise Compaoré, le président d'honneur de votre parti. Et avec le recul, est-ce que vous pensez que cette décision de Blaise Compaoré de laisser installer ou en tout cas d'installer l'armée française ici était une bonne chose? Bon, vous savez, le problème que les peuples ont avec la gouvernance, c'est la communication. Le président Compaoré à l'époque n'a pas communiqué sur les motivations réelles. Et aujourd'hui également, c'est regrettable de le constater, le gouvernement ne communique pas les raisons qui poussent à ce qu'elle dépend le départ de l'armée française. Parce que dans cette situation, le gouvernement aurait pu appeler les différentes composantes qui ont passé aux assises nationales. Voici la situation avec l'armée française. Et par conséquent, nous voulons qu'elle parte.
En ce moment, vous avez l'adhésion de tout le monde. Nous, on peut sortir et puis expliquer ce qui se passe. Mais ce que vous dites, c'est sur les réseaux sociaux, c'est à travers ce que vous dites que nous aussi, on suit ça comme ça. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'éléments d'appréciation et je ne crois pas qu'au sein de notre parti, nous ayons des éléments d'appréciation pour dire qu'est-ce qui motive l'adhésion. Mais ce qu'il faut rappeler est que déjà, même cette volonté de départ de l'armée française et de la France, et pour ceux qui observaient comme nous l'avons remarqué déjà dès les premières marches même de l'opposition sous Zef et également, et également sous Edi Komboigo. Moi je me rappelle que le 4 juillet, lorsqu'on organisait la marche, on a dû utiliser de nos muscles pour empêcher que les drapeaux français ne soient brûlés devant le Conseil constitutionnel. Donc c'est déjà des prémices. Mais comme les gens n'ont pas voulu, les gens ne poussent pas la réflexion jusqu'à un certain niveau donné. Mais aujourd'hui également, l'amer constat que nous faisons est que quand nous prenons aujourd'hui la situation de ce qui se passe en Ukraine, ça dit qu'en moins d'1 an, l'Ukraine a bénéficié de plus de 100 milliards d'euros d'aide militaire des États-Unis, de la France et autres. Plus de 60 000 milliards. Mais nous aussi, nous avons ici l'armée française. Ça dit qui est supposé, je pense bien, nous porter assistance et nous aider à lutter contre le terrorisme. Mais on n'a pas disposé du centième, alors que ça fait 8 ans que nous nous démerdons, on n'a pas disposé du centième de ce dont l'Ukraine a bénéficié. Ça dit toute notre zone, le Sahel, qui est plus grand que l'Ukraine. Alors, donc cela doit nous amener à nous poser des questions. Si la communauté internationale, à travers les États-Unis et l'Europe, peuvent se mobiliser autant auprès d'un pays comme l'Ukraine, qui n'est même pas un pays ni membre de l'OTAN, ni de l'Union européenne, mais pourquoi ces forces françaises qui sont présentes chez nous, on ne peut pas mettre le centième de ces moyens-là à la disposition de nos forces de défense et de sécurité? Donc à un moment donné, il est tout à fait normal et légitime que les gouvernants se posent des questions. Si vous pouvez faire autant pour les autres, mais nous on vous demande le strict minimum. Mais vous voyez que la force du G5 Sahel a échoué juste à cause de quelques centaines de millions d'euros. Donc ça fait que, bon, en tout cas on est en phase de se poser des questions. Effectivement, est-ce que réellement nous sommes pris sur le même degré d'humanité par ces gens? Parce que, est-ce que ces gens-là pensent que nous sommes tous égaux? Parce que si effectivement il y avait cette vision, si vous regardez aujourd'hui en Ukraine, il n'y a pas de camp de réfugiés en Ukraine. Ça dit qu'en l'espace d'1 an, l'Europe a absorbé près de 8 millions de migrants ukrainiens. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes là, on a 2 millions de déplacés internes. Des camps de réfugiés et l'ONU et les PAM peinent à lever des ressources pour leur venir en aide. Mais l'Europe a pu absorber 8 millions de migrants ukrainiens qui ne sont même pas dans l'Union européenne. Donc lorsque vous observez tout ça, effectivement, vous posez des questions. Est-ce que réellement il y a une certaine franchise ou bien est-ce que nous sommes pris au même degré d'humanité par les uns et les autres? Donc ça peut expliquer pourquoi effectivement notre gouvernement pense que bon, il y a problème. Il y a problème parce que lorsque vous dites que vous êtes amis et que c'est une amitié à sens unique, vous ne rapportez pas grand-chose. Bon, à un moment donné, il y a lieu quand même qu'on demande de revoir les choses. Et donc pour cela, mais c'est qu'on aurait souhaité que le gouvernement, parce que quand même quelque part aussi ça engage tout notre pays, tout notre peuple. Et à défaut que l'ALT se saisisse de la question, mais au moins que les composantes qui ont pris part à l'adoption de la charte, qu'on puisse réunir ces composantes pour leur expliquer, voici la situation que nous sommes venus trouver, voici les difficultés qu'il y a. Par conséquent, nous allons demander à l'armée française de se retirer de notre pays. Et puis le problème, il est réglé. Le CDP soutient cette décision? J'ai dit, nous n'avons pas les éléments d'appréciation nous permettant de nous prononcer. Ce que j'ai dit, c'est l'observation que nous faisons. Quand vous voyez comment l'Europe, les États-Unis se comportent vis-à-vis de l'Ukraine et comment ils se comportent vis-à-vis de nous, nos pays, vous posez des questions. Donc, oui, si maintenant le gouvernement... Non, je dis, moi, pour le moment, moi je suspends de donner mon opinion par rapport à cette décision. Parce que je n'ai pas les éléments d'appréciation en main. Si se trouve que demain, le gouvernement dise, bon, voici les éléments d'appréciation que nous avons, mais bien sûr, nous allons nous prononcer, et vivement. Peut-être même que nous allons être beaucoup même plus virulents que le gouvernement. Mais c'est ce que j'ai dit, il faut que les gouvernants apprennent à communiquer avec la base, avec le peuple. Le président Compaoré a fait installer les Français. Il n'a pas communiqué, il n'a pas donné les raisons. Aujourd'hui, d'autres demandent le départ des Français. Mais qu'il donne les raisons.
qu'ils réunissent les gens, expliquer les raisons, et ils verront que si effectivement les raisons sont bien fondées, mais ils verront que peut-être même nous-mêmes serons devant les marchés pour demander leur départ. Voilà. Il faut rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas donc sur True TV que notre convoqué du jour s'appelle Boubacar Sanou. Il est premier vice-président du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Oui, vous poursuivez, juge. Oui, je voulais donc comprendre l'esprit, c'est-à-dire je retiens que le CDP apporte son soutien sans faille à la transition, mais pour ce qui concerne spécifiquement la question du départ de l'armée française, vous avez un bémol à mettre. Je dis, ce qui oriente les gouvernants, c'est toujours l'intérêt supérieur de la nation. La décision de faire partie de l'armée française, parce que c'est une décision qui a ses implications. Ce qui avait motivé l'installation de l'armée française, nous ne le savons pas. Ce qui motive également le départ de l'armée française, nous ne le savons pas. Mais nous disons que les décisions que les gouvernants prennent, le plus souvent, ça doit être dans l'intérêt du peuple. Et nous pensons que la décision que le gouvernement est en train de prendre, c'est dans l'intérêt du peuple. Et nous y adhérons. Mais nous avons dit, la meilleure manière de faire, la meilleure manière d'avoir une adhésion plus populaire sans équivoque, c'est d'abord de réunir certains composants, leur porter l'information. Et nous devons être les relais du gouvernement, sortir expliquer au peuple qu'est-ce qui fait que le gouvernement demande le départ de l'armée française. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de dire aux gens, le gouvernement demande le départ de l'armée française. Quels sont les arguments? Mais on n'en a pas. Oui, alors, M. Sanou, on aurait pu dire que le peuple a acté ce départ-là avant même que le gouvernement ne prenne la décision. Bernard Bougma. Oui, alors, c'est vrai, vous offusquez, moi je reviens sur la question ukrainienne, vous offusquez du soutien européen apporté à l'Ukraine, alors qu'en ce qui concerne les États du Sahel, c'est comme si ce n'était pas leur problème. Bon, la question c'est de savoir, entre nous Africains, qu'est-ce qu'on fait pour nous, entre nos voisins. Pendant l'apartheid, je pense que le Burkina, de façon symbolique, a envoyé quelques Kalachnikov en Afrique du Sud en soutien à l'ANC en lutte contre l'apartheid. Et Mandela avait bénéficié d'ailleurs de passeports diplomatiques, lui et son épouse Winnie. Aujourd'hui, plusieurs pays africains se vantent d'être dans le top des armées au plan mondial. Même on a un de nos voisins qui s'enorgueillit d'être la deuxième puissance militaire de l'UEMOA. Et puis donc, bon voilà. Et la première de l'UEMOA et la deuxième de la CEDEAO. Mais entre nos voisins, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Parce que l'Ukraine a parlé à ses voisins européens, la Pologne. L'Ukraine a parlé aux pays qui sont à ses portes. Je pense aussi que ça aussi, ce n'est pas à négliger. Que d'un point de vue géographique, quand on regarde la proximité, il n'y a même pas match. Mais nous d'abord, qu'est-ce que nous disons à nos voisins et qu'est-ce que nos voisins nous disent? Je pense que, sans être dans le secret des dieux, je pense que quand même, nous avons suivi plusieurs concertations qui ont été faites au niveau sous-régional, notamment les ministres de la Sécurité, les chefs d'état-major des armées, les ministres de l'administration, les ministres de la Défense. Mais nous sommes dans un contexte où nous-mêmes, tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche, et quand on dit que certains se prévoient d'être des puissances militaires, bon, toujours c'est à vérifier. Mais ce que vous dites, le temps où effectivement il y avait tous ces soutiens au-delà, c'était dans le cadre d'une lutte idéologique. C'était donc l'Est contre l'Ouest, où les gens se battent. Mais aujourd'hui que les idéologies sont tombées, alors donc les gens sont dans l'économie à outrance et les gens se cherchent. Alors donc ça fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez pratiquement tous les pays sont impactés. Aucun pays n'est à l'abri. Mais où je suis d'accord avec vous, c'est que également on aurait pu envisager des solutions endogènes, des solutions africaines. Par exemple, lorsque vous prenez aujourd'hui, des pays quand même sont moins touchés par le terrorisme, comme le Maroc, comme l'Algérie qui a su endiguer, et comme la Mauritanie. Alors aujourd'hui, quelle expérience nous tirons du fait que ces pays qui... Et voilà, par exemple, quand on prenait l'IGS, on sait que c'est une organisation d'émanation sahraoui. Les Sahraouis, c'est les grands adversaires du Maroc, mais le Maroc a pu contenir donc l'IGS. Et l'IGS, les Sahraouis étaient soutenus par l'Algérie. Alors l'Algérie aujourd'hui ne fait plus l'objet d'attaques.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Effectivement, on aurait pu, dans les cas d'un partenariat, nous inspirer de ce qui s'est passé ailleurs, de ce qui fait que certains pays sont à l'abri, et pour voir également comment nous pouvons endiguer ces phénomènes-là sur notre territoire. Bon, c'est dommage, mais bon, on espère que d'ici là, chacun va prendre conscience qu'il faut mutualiser les efforts. Nous avons toujours lancé un appel à ce qu'on puisse mutualiser nos efforts. Apparemment, les dirigeants n'ont pas la même lecture que nous, parce que chacun pense que c'est en s'enfermant, en se bunkérisant, qu'il va se mettre donc à l'abri donc de ces attaques. Mais on souhaite qu'effectivement, comme vous l'avez dit, et c'est vrai, ce qui aujourd'hui se passe en Ukraine devait interpeller effectivement les Africains, au lieu aussi de jeter l'anathème sur les uns et les autres en les accusant de non-assistance. Effectivement, nous aussi, il faut que nous puissions nous réveiller et puis nous solidariser pour pouvoir donc arriver à terme. En fait, je pose la question. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de concertation, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des concertations. Je prends l'armée égyptienne, 440 000 militaires actifs, 480 réservistes, 946 000 chars, 1069 avions militaires. Parmi les avions, même deux, l'Égypte ne peut pas nous donner. Ça, c'est la solidarité légendaire africaine. Je pense qu'on peut dire que l'Égypte est loin. L'Algérie n'est pas très loin. L'Algérie, moi d'ailleurs, je fais partie de ceux qui pensaient qu'on aurait pu intégrer l'Algérie dans le groupe des États du G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, compte tenu, 1, de son expérience, 2, de sa situation géographique. Et du fait que beaucoup d'ailleurs, comme on appelle ça, de chefs terroristes avaient été formés dans les groupes terroristes algériens. Donc l'Algérie et le Nigeria. Le Nigeria d'ailleurs est classé au 36e mondial. Il y a l'Éthiopie dans ce jeu-là. Ces pays-là, l'Algérie fait partie de la CEDEAO. Quand il y avait eu l'initiative vous dites le Nigeria, pardon. Le Nigeria, oui, le Nigeria, excusez-moi. Quand il y a eu l'initiative d'Accra, le Nigeria avait dit que lui, il va observer, mais il peut envoyer de la logistique. Bon, c'est vrai que sur cette question d'initiative d'Accra, on ne s'est pas entendu. Mais je me dis que ce soutien, ce n'est pas seulement les concertations. Quelqu'un peut nous donner un hélico, peut nous donner 2 hélicos parmi ces armées dont je cite, et il n'y aurait rien, il ne sentirait rien à ces pays-là. Donc, qu'on en veuille à l'Europe, qu'on en veuille aux États européens. Est-ce que nous l'avons fait? C'est pas ça d'abord. Est-ce que nous avons manifesté effectivement aussi le besoin? Je vais y arriver. Donc, on en veuille aux États européens qui soutiennent l'Ukraine. On dira naturellement à la demande de l'Ukraine, mais entre nous Africains, comment est-ce que se manifeste aussi notre légendaire fraternité, notre légendaire solidarité que nous vantons à prix d'or. Mais maintenant, la question effectivement, elle est juste. Est-ce qu'on a demandé? J'ai appris que 2 pays voisins s'étaient engagés à mener des luttes au niveau de leurs frontières pour sérieusement mettre en difficulté, pour pouvoir contribuer à endiguer et libérer même certaines provinces voisines, et que le Burkina a donné une fin de non-recevoir pour des questions de souveraineté. Alors que Boko Haram a été réduit, ses ardeurs ont été réduits vers le Cameroun et le Tchad, parce que les 2 armées s'étaient engagées et sont rentrées sur le territoire nigérien pour aider à combattre. Bon, je suis d'accord avec vous que peut-être que nous n'avons pas demandé. C'est ça, c'est une quand question de stratégie. L'opportunité se posera aussi de poser la question à qui des droits pour savoir à qui est-ce que vous avez demandé de l'aide et qui vous a fermé la porte, la question sera posée. Effectivement. Sinon, comme vous le dites, on peut en vouloir aussi aux Européens, à la France, mais aussi, est-ce que nous avons exploré d'autres pistes, notamment comme vous le dites, l'Égypte, qui a une puissance et qui a l'abri aujourd'hui, qui a pu endiguer donc le terrorisme. Également l'Algérie, et le Maroc, la Mauritanie, et même le Sénégal. Pourquoi le Sénégal n'est pas touché? Voilà, donc c'est des expériences que nous aurons pu, et puis voir comment on peut. Mais bon, j'ai l'impression que nous avons essayé de prendre la chose à la légère, en se disant, bon, c'est un épiphénomène que nous allons endiguer rapidement. Bon, il s'est métastasé, c'est devenu un peu plus difficile, mais nous osons croire que les autorités, donc, et qui semblent avoir véritablement la tête sur les épaules, se donneront les moyens effectivement de bâtir une stratégie et donc qui pourra nous permettre effectivement d'atteindre des résultats tangibles. Alors Boubacar Sanou, premier vice-président du CDP, nous parlons des lendemains de cette 73e session du Bureau politique national, un Bureau politique national du CDP qui a appelé la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU pour un véritable accompagnement de la transition au Burkina. Dans cet élan, le CDP ou le Bureau politique national du
CDP a mis 2 millions de francs CFA sur la table comme contribution à l'effort de guerre. Effectivement, nous avons spontanément, nous avons contribué, nous avons demandé aux uns aux autres donc d'essayer de mettre la main à la poche. Et donc, je pense que nous étions autour de 1 800 000, 1 900 000 de quelques. Bon, et au niveau donc du bureau, nous avons décidé donc de compléter pour faire je pense que l'argent était disposé sur la table là-bas. Bon, c'est un geste spontané pour marquer vraiment notre adhésion donc à l'appel du chef de l'État qui a demandé donc à tous les Burkinabés. Ça, c'est différent des actions individuelles que nous faisons. Et nous avons également demandé donc à nos structures géographiques de pouvoir dupliquer également cette action sur le terrain en demandant donc à l'ensemble de nos militants qui une boîte de 1000, qui donc voilà un sachet d'arachide, de toujours pouvoir contribuer donc à cet effort de guerre. Nous, c'est un engagement, c'est comme nous l'avons dit, nous devons joindre l'acte à la parole, c'est ce que nous avons fait. Et nous l'avons dit également, nous sommes disposés à accompagner donc toutes les actions de cette transition. Et nous attendons effectivement les mots d'ordre qu'on voudrait bien nous donner. Mais déjà, nous allons donc continuer l'action de mobilisation sociale. Donc à travers ce que nous avons dit, la mobilisation et la conscientisation de nos militants sur le terrain. Moussa Ouedraogo, ce bureau politique national a également suspendu des camarades. Tout à fait, des camarades ont été suspendus et le président Idi Komboigo indiquait que si ces camarades-là font leur contribution, alors ils seront pardonnés, il se pourrait qu'ils rejoignent les rangs. Qu'est-ce que vous attendez concrètement d'eux quand vous parlez de leur contribution? On parle de 10 camarades qui ont été suspendus pour une période de 6 à 12 mois. Oui, mais vous savez que nous sommes dans le cadre d'une organisation. Et donc, lorsque vous enfreignez aux règles de cette organisation, il y a des sanctions qui tombent. Également, et même si vous enfreignez les règles, il y a ce qu'on amène également la reconnaissance de la faute et puis la demande de pardon. Donc, nous sommes une organisation bien structurée. Nous avons des organes, des instances. Il y a des gens qui se sont mis en marge donc, des organes, des instances, également qui ne reconnaissent pas les dispositions statutaires issues du 8e congrès. Nous avons dit tout simplement, s'ils font amende honorable en disant nous avons fauté, nous reconnaissons les dispositions issues du 8e congrès, et puis nous présentons nos excuses aux militants et militantes, il n'y a pas de raison que ces gens-là réoccupent leur place au sein du parti. Mais vous savez, la force d'une organisation, c'est la discipline. C'est le respect des dispositions, des règles de cette organisation. Et dans une organisation, lorsque des camarades commencent à fouler au pied la discipline, à fouler au pied les règles régissant l'organisation, si vous ne prenez pas les dispositions pour les arrêter, cette organisation va à sa perte. Donc au niveau du CDP, nous avons décidé de rester vraiment ferme avec les questions de discipline et les questions de respect donc, des règles du parti. Et nous avons demandé à ces camarades, avec qui nous avons cheminé depuis de longues années, à ce qu'effectivement ils puissent, raison garder, revenir donc vraiment à des meilleurs sentiments. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer le chemin ensemble. Ok, il était question avant le dernier congrès qui a entraîné en tout cas tous ces problèmes, de changer le logo du parti, de changer comme on appelle certains statuts et règlements intérieurs, en tout cas de faire en sorte que le CDP originel ne soit pas ce CDP que vous allez présenter à nouveau, d'autant plus qu'il y a eu pas mal de problèmes avec le CDP ancien. Est-ce que vous êtes toujours dans cette dynamique-là ou bien vous avez oublié ces réformes, entre guillemets, que vous vouliez introduire? Non, on ne les a pas oubliées. Je pense que le président Idi Komboigo a porté à la connaissance des membres du bureau politique. C'est une résolution qui donne mandat au président du parti pour mettre en place la commission. Et vous savez, au sortir de ce congrès, on est resté à batailler d'abord pour avoir le récépissé. Donc le récépissé est obtenu. Et le président Idi Komboigo a porté à la connaissance du bureau politique national qu'incessamment cette commission donc sera mise en place et que d'ici la prochaine tenue de la 74e session du bureau politique national, les résultats seront donc présentés au bureau politique national. Si effectivement à l'issue des travaux de cette commission, il est dit qu'il faut qu'on change le nom du parti, il est dit qu'il faut qu'on revoie le logo, en tout cas toutes les conclusions que cette commission aura arrêtées,
les travaux seront reversés au bureau politique national qui appréciera. Donc la question elle est à l'ordre du jour plus que jamais, puisque le président Edi Komboigo l'a dit et donc devant le bureau politique national, l'a informé qu'incessamment cette commission sera mise en place et effectivement nous allons faire appel donc au maximum de compétences, tous ceux qui peuvent nous accompagner dans la réflexion, qu'ils soient volontaires. En tout cas, nous sommes disposés à écouter tout le monde et puis à voir effectivement comment on peut donner suite donc à cette résolution du Congrès. C'est ce qui vous a valu sans doute cette qualificatif d'aile futuriste, non? Et puis vous parlez aujourd'hui aussi de fusion. Vous voulez phagocyter des partis politiques pour aller vers un regroupement beaucoup plus grand? Non, vous savez, le CDP n'est pas né CDP. Le CDP est né de la fusion donc bien sûr, de l'ODMP, voilà, l'ODPMT avec voilà, vous savez, 26, 27 ans après, et nous avons dit qu'il faut révéler les forces sur le terrain et donc et aussi peut-être nous inscrivons également dans la nouvelle dynamique des nouvelles autorités qui disent qu'il va falloir revoir un peu le nombre de partis politiques sur la scène politique nationale. Donc nous allons les devancer en procédant donc en tout cas à ceux qui veulent bien que nous partagions les mêmes idéaux, nous partageons donc les mêmes programmes et politiques, que nous puissions nous retrouver parce que nous l'avons dit, ce qui compte aujourd'hui c'est le Burkina Faso, comment sauver ce pays. Et donc toutes les forces qui pensent que nous pouvons cheminer ensemble pour atteindre l'objectif et que nous pouvons défendre donc le même programme. Nous sommes vraiment ouverts à toute formation politique parce que pour nous ce qui compte c'est le Burkina Faso. En un mot avant que je ne redonne la parole rapidement au juge, donc vous êtes donc pour la limitation du nombre de partis politiques? Bon, je pense que le président Alassane Bala Sakanda avait déjà lancé la réflexion au temps quand il était président de l'Assemblée nationale. Mais également, tirant expérience quand même de ce qui se passe, je pense que vous voyez que toutes ces critiques portées, voilà, on dit l'échec, bon, même si c'est vraiment à discuter, mais je pense qu'il y a lieu également que aussi nous revenons. Il n'y a pas 36 000 idéologies. Et donc, il y a lieu également que si des gens veulent diriger un pays, qu'ils puissent s'accepter. Et donc, on pense que la concédation sera ouverte pour que chacun puisse s'exprimer et qu'au bout du compte, on puisse trouver un mécanisme quand même pour permettre que, au lieu qu'on assiste à un morcellement de la classe politique comme ça, qu'on puisse quand même retrouver des grands ensembles qui vont défendre des positions communes. Donc ça fait que c'est une réflexion et tirant leçon et expérience de tout ce qui se passe, nous pensons que la réflexion mérite d'être menée. Alors, 1 minute pour chaque juge, peut-être un dernier mot rapide. Moi, je voulais demander au député Sanou, justement, à l'entame de l'émission, il nous a donné les nouvelles de Blaise Compaoré. La dernière fois que vous êtes vu, c'était, je crois, au mois de mai. Est-ce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de liens entre vous pour que vous fassiez tous ces mois sans vous voir, sans vous parler? Bon, le président Compaoré demeure donc le président d'honneur de notre parti, mais je force de constater que, en tout cas, depuis notre dernier contact de mai, nous n'avons plus de contact avec lui. Voilà. Donc, c'est pas nous qui avons rompu. Il est le président d'honneur de notre parti. Il a été une personnalité. Bon, en tout cas, on se dit que peut-être que il doit avoir des motivations. Et nous restons toujours disponibles. Nous sommes à sa disposition. Et en tout cas, s'il décide de nous rappeler, nous allons aller écouter. Mais pour le moment, en tout cas, nous sommes dans l'attente. Dans l'attente. Bernard Bougma. Il ne vous appelle pas, vous ne l'appelez pas, mais vous avez eu le récépissé. Est-ce que vous l'avez formellement informé au moins? Pour le moment, non. D'accord, ok. Il était là récemment, est-ce que vous l'avez vu? Non. Parce qu'on n'était pas associé à l'organisation de sa venue. Donc, on n'était pas associé, on n'a même pas été informé. Donc, nous avons aussi découvert ça comme tout le monde qu'il est arrivé. Et donc, nous aussi, on a pris acte. Et puis on l'audience pourrait être quand même demandée pour le passer. C'est le président. Il faut que vous connaissiez même les canaux à qui on allait demander cette audience. Parce qu'on avait. Pourtant, est-ce que l'autorité nous avait fait savoir qu'il pouvait avoir cette opportunité d'accorder des audiences? Nous avons vu que nous avons été mis en marche, alors que c'est le président d'honneur de notre parti. Nous avons aussi observé les choses comme ça.
personne ne nous a rien dit, on n'a rien dit à quelqu'un, on a observé. Personne ne nous a rien dit, on n'a rien dit à quelqu'un. Vivement que le CDP renaisse de ses cendres et qu'on ait un parti fort et influent. Nous avons besoin de grands partis forts et influents pour faire avancer le développement et la démocratie au Burkina. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, la première de cette semaine qui a débriefé pour vous la 73e session du Bureau politique national du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, avec le premier vice-président du parti, Boubacar Sanou. Boubacar Sanou, merci d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous également. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Bernard Bougma, merci. Merci, Président. Merci à Inoussa Ouedraogo. Merci, Président. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV, pour votre attention et pour votre fidélité. N'oubliez pas, je voudrais n'a jamais rien fait, j'essayerai à faire de grandes choses, mais je veux à faire des miracles. Prenons donc soin les uns des autres en attendant le prochain numéro du tribunal de l'actualité, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.